de la savane. Et en même temps, d'ailleurs, j'ai rencontré celui qui allait être mon compagnon depuis l'époque et qui était le guide du safari, hein, comme on dit. Safari, ça veut dire voyage en swahili. Et puis voilà, ma vie a complètement changé à partir de ce moment-là. J'ai démissionné de mon poste d'ingénieur et puis j'ai tout appris sur le tas. J'ai appris les animaux, j'ai appris le matériel photo. J'ai tout appris. Voilà, donc là, c'était, en fait, dans la savane, on est avec un 4x4, on n'a pas le choix pour aller voir les animaux. Et l'ambiance, en fait, cette ambiance qu'il y a là-bas, c'est ça qui a fait basculer ma vie. Hein. C'est à la fois l'ambiance des nuits dans la savane. J'ai pas mis de photos de nuit pour illustrer, mais voilà. C'est les cris qu'il y a toutes les nuits, les hyènes, les lions. Enfin, vous voyez, c'est un condensé de tout ce qu'on peut entendre en animalier. Et puis, en fait, on retrouve des paysages du début de l'humanité en Afrique de l'Est. Il y a encore quelques coins complètement sauvages, même s'il y en a de moins en moins. Et puis, je suis partie 1 an en Tanzanie avec mon mari, enfin celui qui allait devenir mon mari. Après, j'ai eu un fils, David, on a eu ensemble un fils. Et il est venu après avec nous en voyage à chaque fois qu'il y avait des vacances scolaires. Donc là, vous le voyez, il était déjà grand. Parce qu'après, si on a le temps, on vous parlera des termitières, hein, ces édifices géants qu'on voit dans la savane. Mais c'était pour vous donner aussi une petite échelle entre bon, il doit mesurer 1,75 m à peu près, voilà, la taille de la termitière. Et puis donc après, j'ai appris à observer les animaux, j'ai appris leur comportement. Et c'est quelque chose qui m'a totalement passionnée. Et puis il y a eu plein d'expositions, des livres, où il a fallu que j'apprenne, pareil, hein, que je me mette à écrire un jour sur les éléphants. Et puis ça a été le début de cette espèce de carrière entre photographe et auteur, puisque j'ai écrit pas mal de livres, en particulier pour les enfants. Voilà. Et puis donc après, il y a eu plein d'expositions au Festival de Montier-Anders. Et puis j'ai rencontré Sabine, et puis là, voilà, il y a une autre histoire qui a démarré, et on a fait une très très grosse expo, d'abord. Tu triches? Pourquoi? Tu anticipes? Non, on a d'abord fait, nous, tout seuls, sans Sabine, une exposition au Muséum du Havre, et c'est comme ça qu'après, nous avons pu refaire celle-ci, qui s'appelle donc Géniale Nature. On a pu la faire ensemble au Muséum du Havre. Voilà. Donc vous voyez, dans la savane, on se lave là où on peut, hein, on récupère de l'eau dans les copies, c'est ces amas rocheux. Certains connaissent peut-être les amas rocheux de Fontainebleau en région parisienne, c'est un peu le même principe. Et il m'est arrivé une aventure un peu, parce que en fait cette soirée c'est aussi vous raconter plein d'aventures qui nous sont arrivées sur le terrain. Je pense que c'est pas seulement de vous raconter des histoires d'animaux, c'est aussi nos rapports avec les animaux. Et donc un jour, c'était un copie beaucoup plus grand que celui-là, un immense amas rocheux, et j'étais pareil allée faire la toilette comme ça dans la petite mare. Et puis je commence à monter. Et puis mon mari était derrière aussi, enfin, on avance dans le copie. Puis d'un seul coup, il y avait des piquants, hein, il y avait des aloès là, qui piquaient pas mal. On monte là-dedans en faisant attention. Puis d'un seul coup, je me retrouve nez à nez face à un mâle, un lion mâle énorme. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la pub qu'il y avait eu pour Perrier, où il y avait cette nana qui avançait face à face avec le lion. Moi, c'était pas du tout ça. Hein. J'ai fait ce qu'il fallait absolument pas faire. Je me suis mis à courir en marche arrière. Je suis tombée dans les piquants. Enfin, ça a été l'horreur. Mais le lion mâle a eu aussi peur que moi. Et il est parti dans l'autre sens. Voilà. Et je vais laisser la parole à Sabine. Je vais laisser la parole à Maître Berner, parce que elle n'est pas que photographe. J'ai quand même prévu un truc sympa pour elle. Tu veux nous expliquer ce que tu fais là? Hein? En fait, elle fait sa gym même au fin fond du désert. Au fin fond du truc. Voilà. Bon, alors effectivement, comme dit Christine, moi je suis Maître Berner. Honte sur moi, moi aussi j'ai mal tourné quand j'étais plus jeune. Je suis devenue avocat. Donc vous me voyez à 23 ans comme ça, complètement terrorisée. Je venais juste de prêter serment. C'était assez émouvant, donc c'était un moment qui était quand même relativement important dans ma vie. Mais en fait, le plus beau moment, il est à côté. C'est maintenant ma vie quand j'ai ce bébé pangolin dans les bras. C'est maintenant ma vie quand je suis avec mes amis, comme ici en Nouvelle-Zélande, avec Rose et Leslie, avec qui je fais toutes mes aventures. Donc c'est l'échange, c'est le partage. C'est aussi mon nouveau bureau. Celui-là est vachement sympa, je sais que ça va vous donner envie. Ça, c'est mon bureau au Kenya, c'est plutôt cool. Hein. Et ça, c'est mon bureau en Nouvelle-Zélande.
Là, je vous sens tout de suite beaucoup moins enthousiaste pour venir vivre avec moi. Moi, je suis en bas à droite, là. J'ai un peu de mal avec cette vie. Voilà, mais c'est notre passion commune, en tout cas avec Christine, et on a commis un premier livre ensemble, en fait. On a commencé à échanger et on s'est rendu compte qu'on avait la même passion, elle comme ingénieure, moi comme avocat, naturellement, c'était de défendre les mal-aimés, de valoriser tous les animaux les plus moches, les moins appréciés. Et je me souviens d'une soirée mémorable où je l'avais invité à dîner dans un super bon restaurant. Tout à fait. Voilà, dans une belle banlieue aux côtés de Paris. On était entourés de gens très chics. Et là, on a commencé à partir dans un délire de tous les animaux qu'on allait mettre dans notre premier livre. Et donc, on criait araignées, vers de terre, crapauds, chauves-souris. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvés relativement seuls dans la salle à manger, hein. Et je pense qu'on nous prenait vraiment pour des dingues, mais ça n'a pas changé. Et voilà, le premier bouquin qu'on a fait, soutenu par un de nos sponsors, et on a enchaîné toujours sur cette idée de génie de la nature. Donc en fait, on aime valoriser ce qui n'est pas apprécié. On aime faire découvrir des côtés qui ne sont pas connus, des animaux qui sont très emblématiques, très symboliques, mais on trouve ça beaucoup plus important de vous faire aimer les araignées que de vous faire aimer les pandas. Voilà, on trouve qu'il n'y a pas de raison. Et vous allez voir les araignées, on va en parler pendant la moitié de la soirée, ça va être génial. Non, c'est pas vrai. Ne vous levez pas, c'est pas vrai. On a créé cette exposition avec un grand bonheur, avec le Muséum du Havre. On a vraiment travaillé en équipe avec eux pour aller chercher toutes les facettes de l'intelligence de la nature. Voir la nature comme une bibliothèque, en fait, une bibliothèque d'inspiration, sur le plan du biomimétisme, ce qui commence à devenir maintenant assez classique, mais qui était encore un peu moins connu il y a 3 ans quand on a démarré, ou 4 ans quand on a démarré cette présentation. Donc en fait, c'est l'inspiration de la nature pour les technologies, l'architecture, la médecine. Voilà. On a voulu aller au-delà en parlant de l'inspiration de la nature pour notre vie sociale. Et c'est ce qu'on appelle ici des inspirations, des interactions. En réalité, tout ce qu'on veut valoriser, c'est l'entraide. Et là, on va vous parler des paresseux, des rats, des lycaons, des hyènes, toutes sortes d'animaux qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. Et puis, on a aussi envie de valoriser la communication, mais là où on l'attend le moins. Comment les mamans crocodiles parlent à leurs petits, par exemple, puisque c'est tout de même assez rare parmi les reptiles. D'abord, que des mamans crocodiles élèvent leurs petits, et 2, qu'elles leur parlent. Et puis, parler des adaptations, parce que c'est un thème qui est fondamental pour l'homme actuellement, hein. Tout à l'heure, je parlais dans la voiture à Christine, je lui racontais ce que j'avais entendu aux infos ce matin. C'était le choix entre arriver à faire la fin du mois ou la fin du monde. Mais c'est vrai qu'on est exactement dans un moment où on a besoin de chercher l'inspiration partout où c'est possible. Voilà. Et puis, évidemment, l'intelligence, puisque autour de nous, en fait, toute la nature est intelligence. Et évidemment, on ne peut que protéger la nature, donc valoriser des protecteurs. Voilà, tout ça, ce sont des thèmes, y compris la jeunesse, qu'on a travaillé avec le Muséum du Havre, que vous allez retrouver chez Monsieur Clément, dans l'exposition qui est juste à côté, qu'on vous invite à aller voir, et que vous allez retrouver au Festival de l'AFPAN. Là, on fait une magnifique exposition, puisque merci Maude pour nous avoir offert un espace aussi immense. On a Lucie Lebon, et on a fait un miracle, c'est qu'on a réussi à faire tenir les 500 mètres carrés du Muséum du Havre, ou presque, en serrant, hein, dans Lucie Lebon, plus ces 30 panneaux extérieurs qui développent maintenant des nouveaux thèmes. Donc, en fait, on valorise énormément de choses, mais qui sont toujours des choses très positives. Comme ces superbes oiseaux. Qui sont des vautours. Voilà. Alors, les vautours, ce n'est pas forcément l'animal le plus emblématique de la savane. Et pourtant, hein, ces animaux, ils représentent aussi l'image des grandes plaines africaines, comme les lions, comme les guépards, même si c'est un petit peu moins sympathique. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que s'il n'y avait pas ces vautours, en fait, il y aurait personne. Il y aurait beaucoup moins d'éléments qui nettoient les carcasses, qui nettoient tout ce qui se passe, tous les animaux qui meurent dans la savane. Et ça empêche aussi la propagation des épidémies. C'est quand même un sujet qui est quand même très à la mode, les épidémies. Voilà. Donc, l'exemple typique, hein, d'animaux qui sont en train de guetter leur proie. Mais ils ne s'attaquent pas aux proies vivantes, hein, contrairement à ce que certains ont pu dire récemment. Les vautours s'attaquent aux animaux qui sont déjà morts.
Donc on va le voir après sur une carcasse d'éléphant. Et ils sont là donc en compagnie des hyènes. Alors les hyènes, c'est aussi des animaux que moi j'aime beaucoup, contrairement à la plupart des gens. Hein. C'est les hyènes, c'est encore des animaux antipathiques. Quand on voit les gens qui regardent une expo, ils disent oh qu'est-ce que c'est moche, elles ont l'air méchants. Ça veut dire quoi? Les animaux qui ont l'air méchants? Non, les animaux sont pas méchants. Simplement ils ont peut-être une posture qui nous fait peur. Et c'est souvent ça le problème. Hein. C'est comme pour les araignées, c'est comme voilà. Et donc tous ces animaux, ils sont absolument indispensables à leur écosystème. Alors si les vautours, c'est un peu disgracieux, vous voyez, quand ils sont au sol, ils avancent. Si je vous fais un peu l'oricou, là, c'est un des grands vautours africains, il avance, il se pavane un peu comme ça. Par contre, dès qu'ils sont en vol, ce sont des animaux extrêmement gracieux qui montent avec les courants. C'est-à-dire que dans le matin, on les voit jamais en l'air. Hein, ils vont monter avec les courants chauds dans la journée et ils sont capables de repérer à des kilomètres une carcasse qui est là à les attendre, en fait. Donc là, vous le voyez avec la lune. Et donc, ce qui est important chez le vautour, c'est son bec. Hein. Avec son bec, il arrive à s'attaquer à la proie. Voilà. Donc, ces vautours, en fait, sont vraiment j'allais dire prédisposés. C'est peut-être pas le terme, mais voilà, leur anatomie est complètement en relation avec leur rôle. Donc les grands rassemblements de vautours, eh bien, on en a vu, nous, énormément pendant 30 ans dans la savane. Et là, ce qui est absolument dramatique, c'est qu'il y a de moins en moins de vautours. On en voit vraiment très très peu. Alors le phénomène, il y a des vautours partout dans le monde. Et le phénomène a commencé en Inde, c'est-à-dire que dans les années 90, il y a plus de 95% des vautours qui ont disparu. Donc ils se sont posé la question, mais pourquoi les vautours ont disparu ? Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était lié au fait que les fermiers, enfin les agriculteurs, utilisaient c'est pas un antibiotique, un anti-inflammatoire qui est super courant, qui est le diclofénac, mais qui a un autre nom, en fait, dans la posologie standard. Et c'est ce médicament qui a tué la plupart des vautours. Alors en Afrique, là, ça c'est le plus grand des vautours africains, le vautour oricou. Il y a 6 espèces qu'on voit principalement, et maintenant elles sont toutes classées par l'Union internationale de conservation de la nature, par l'UICN. Elles sont toutes classées ou en danger critique d'extinction. Alors que vraiment c'était des animaux qu'on voyait partout. Pour nous c'est vraiment dramatique. Et les causes en fait de cette disparition, déjà c'est qu'ils ont de moins en moins d'espace. Hein, l'homme a pris de plus en plus de place sur leur territoire. Ils ont de moins en moins d'animaux à manger, de gros mammifères en tout cas. Ça c'est surtout vrai pour l'Afrique de l'Ouest. Et c'est surtout qu'ils sont empoisonnés. Alors empoisonnés par des médicaments, là comme je parlais sur l'Inde, mais aussi empoisonnés par les braconniers. Alors pourquoi les braconniers les empoisonnent ? C'est simplement que quand ils tuent un animal, un éléphant par exemple, pour récupérer ses défenses, il y a les vautours qui peuvent tourner au-dessus d'eux et les faire repérer. Donc ils préfèrent les empoisonner. Et puis même les éleveurs, ils empoisonnent des carcasses qui vont à la fois tuer des lions ou des hyènes, mais qui vont aussi tuer les vautours. Donc là, il y a une sensibilisation en ce moment à ce problème, mais bon, voilà. Alors les vautours, il y en a qui nichent dans les falaises, hein. Donc là, vous voyez, en fait, c'est tous les excréments des vautours. Donc là, il y a une colonie très importante. Et après, on va voir un autre vautour qui est voilà. Et donc, vous voyez, c'est quand même, on a l'impression que c'est des animaux pas très beaux, pas très sympathiques, mais vous voyez, c'est quand même, je sais pas, moi, je trouve que c'est des animaux qui sont plutôt beaux. Et voilà. Donc, donc il y a plein d'associations en Afrique qui essayent de les défendre et de les sauver. Mais c'est très difficile. Donc ils sont un peu en conflit, alors évidemment, avec les animaux. Bon, ils attendent en fait par exemple, ils essayent de voler la proie des guépards. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les guépards ils ont un peu peur des vautours. Donc très rapidement, ils vont leur abandonner leur proie. Donc il y a d'autres animaux comme les chacals aussi, mais alors eux, ils sont beaucoup plus agressifs par rapport aux vautours. Ils vont les attaquer. Et il y a un autre fait qui est très intéressant sur les vautours, c'est qu'il y a une espèce de vautour qui s'appelle le vautour percnoptère, et
on peut le qualifier qui a une forme d'intelligence quand même assez extraordinaire. Il est capable d'utiliser un outil. C'est-à-dire qu'il est capable d'utiliser un caillou pour casser un œuf d'autruche. Hein, il va jeter un caillou dans l'air pour le casser, ou alors il va prendre, par exemple, un œuf de flamand ou un œuf de pélican, il va l'emmener dans l'air et il va le laisser tomber. Il est capable il a cette intelligence de savoir comment ouvrir un œuf. Et voilà, c'est quand même assez... On n'imagine pas ça des vautours, mais voilà, c'est des animaux aussi très intelligents. Voilà. Et je crois qu'en parlant de vautours, Sabine a une histoire très intéressante à vous raconter sur les vautours. Je voulais vous raconter une des plus jolies rencontres que j'ai faites dans ma vie. C'était il y a, à quelques jours près, 15 ans. Il y a 15 ans, j'ai décidé de mettre de côté mon boulot d'avocat et de partir en Afrique pour rencontrer des protecteurs, raconter leur vie et faire un bouquin. Ça a effectivement donné mon premier livre qui s'appelait Rencontres africaines. Et ma première rencontre, enfin une de mes premières rencontres dans ce voyage, c'est avec une femme absolument remarquable en Namibie qui s'appelle Maria Dickman. Et Maria était aussi avocat avant à Chicago. Vous voyez, comme quoi le monde est assez petit. Elle est arrivée en Namibie pour faire un stage, elle a rencontré un Namibien, elle est restée. Et elle a décidé de changer entre guillemets, de clientèle et de défendre les plus moches et les plus mal aimés. Voilà, vous voyez, comme quoi on avait vraiment ce point absolument commun. Et le jour où on s'est rencontrés, Maria me dit, elle regarde un petit peu le boulot que j'avais fait, et elle me dit, flûte, la zapette, ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi il veut faire ça, mais vous allez avoir le truc tout le temps maintenant. Hein. Et donc, elle me dit, écoute, j'aime bien les photos que tu fais, c'est pas mal, c'est un bon début. Nous, on a besoin de portraits pour nos collègues de fond, donc c'est extrêmement important. Tu vas nous faire des photos de vautours. Et là, moi, je me dis, effectivement, moi, un vautour, c'était ça, l'image que j'avais. Vous savez, Disney, le livre de la jungle, Lucky Luke, quoi. Et je me dis, mais comment est-ce que je vais faire une belle photo de vautour? Je ne suis pas photographe. Je veux dire, à l'époque, je ramenais... Tu me diras peut-être, certains diraient toujours pas, mais je n'étais pas photographe à l'époque. Je voulais illustrer mon bouquin, je voulais ramener des portraits. Et je me dis, mais un beau vautour, c'est pas possible, quoi. Bon, enfin bref, tant pis, on va essayer. Et donc, je l'accompagne effectivement dans la volière. Et là, je me retrouve dans une immense volière avec des vautours partout. Ouais, c'est quand même vraiment impressionnant hein, quand vous êtes à pied et que vous avez un vautour comme celui-ci qui fait 1 mètre de haut à peu près, qui m'arrive là, avec un gros bec et qui vous fixe. Et bon, je voyais Maria très à l'aise, je me dis pourquoi pas, hein, moi j'y connaissais vraiment rien en vautour, donc je me dis bon, allons-y, on va essayer de faire un vautour. Et puis je commence à essayer de faire un petit peu quelques portraits. Et Maria me montre un vautour, elle me dit ah lui, c'est Nelson, notre ambassadeur, vas-y, tu fais un portrait de Nelson. Vous voyez l'ambassadeur, superbe, hein, c'est un beau bel ambassadeur. La particularité de Nelson, c'est qu'en fait, c'était réellement un ambassadeur, parce que c'était un oiseau qui était extrêmement gentil, me dit-elle, d'accord. Et il avait même vécu en France. Il était dans un zoo en France avec sa compagne. Tout ça, c'est Maria qui me raconte. Et en fait, en France, il s'est passé quelque chose de dramatique, c'est que sa compagne a été empoisonnée. Et Nelson a commencé à se laisser mourir, parce qu'il était totalement dépressif. En fait, les vautours, ça parie pour la vie. Donc là, je commence à apprendre des choses, je me dis, bon, c'est rigolo, un vautour dépressif, un vautour qui se marie pour la vie, un vautour gentil, étonnant. Et donc la France, un petit peu gênée, a réexpédié Nelson en Afrique, c'est comme ça qu'il a atterri en Namibie. Et là, effectivement, il était ambassadeur parce qu'il tolère les gens et qu'il n'avait pas peur de nous. Vous voyez, là, ça se renverse, hein, parce que si effectivement vous faites peur à un vautour, la première chose qu'il va faire, c'est vous vomir dessus pour se défendre. C'est charmant. Et donc là, j'ai essayé d'éviter de faire peur quand même à Nelson, et je continue à faire mes photos. Voilà, je me dis, bon ça commence à être pas mal, ça ressemble à quelque chose, c'est plutôt sympathique. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, pourquoi je n'essaierais pas de lui parler, juste pour rire, puisque je voyais Maria, et j'avais déjà rencontré un protecteur qui s'appelle Brian Jones, qui lui aussi parlait avec les animaux. Je me dis, au point où j'en suis. Et donc je commence à parler avec Nelson. Vous voyez, je parle tout le temps. Hein. Et je lui dis en français, salut Nelson,
t'as sûrement jamais vu une avocate française à genoux dans ta volière. Moi, c'est la première fois que je vois un vautour juste en face, et tcha-tcha-tcha. Et en fait, là, il se passe quelque chose d'assez étonnant. Nelson change un petit peu d'attitude, il commence à me regarder un petit peu de côté, comme ça, là, un petit peu différent. Puis, il se baisse un petit peu, il se tasse. Alors, moi, on m'avait expliqué qu'il fallait toujours être à la hauteur des yeux quand on faisait une photo, donc bah, je fais pareil, quoi, hein. Je me baisse dans la volière, je commencerai. Et je continue à lui parler, platati et patata. Et là, il change réellement de plus en plus d'attitude. Et il me regarde fixement. Alors, vous imaginez dans la volière, vous, avec le vautour qui vous regarde fixement, ses petits yeux jaunes, et je me disais, bon, d'accord, c'est pas grave, on va y arriver. Je continue à parler, et je sentais bien qu'il se passait quelque chose. Et effectivement, ça continue, Nelson se couche. Donc, qu'à cela ne tienne, vrai photographe, je me couche aussi. Et à ce moment-là, arrive enfin la photo, complètement magique. Voilà. Le moment tant attendu de ma rencontre avec Nelson le vautour. Alors vous voyez que c'est plus tout à fait la même chose, hein, entre le début de notre rencontre et très 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 vite après. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est vrai que Nelson a changé, mais c'est surtout moi qui ai changé en fait. J'ai changé mon regard sur lui, j'ai certainement changé ma façon de lui parler, mon ouverture à force d'écouter Maria, et voilà, et il s'est passé quelque chose de magique. Et puis moi je suis rentrée en France, et pendant 6 mois j'étais totalement obnubilée par ce vautour. Je ne parlais que de lui. Les gens me prenaient pour une dingue, hein. Même mes clients commençaient à avoir un petit peu peur. J'ai tenu 6 mois, je suis repartie direct en Namibie, et je suis allée chez Maria. Entre-temps, on était devenus amis, on s'écrivait tout le temps, et Maria me dit, écoute, on va se calmer, c'est quand même un vautour. Je lui dis, non, c'est pas un vautour, c'est Nelson. C'est mon Nelson. Moi, j'ai pensé à lui tous les jours, il s'est passé quelque chose. Elle me dit, écoute, ok. On rentre dans la volière, on s'assoit au milieu des vautours, on commence à tchatcher, et puis Nelson nous voit, et hop, flap, il descend sur le sol, il commence à ramasser plein de brindilles, tout plein de brindilles. Et puis il vient directement vers moi, et paf, il les pose sur mes chaussures. Et là, je dis à Maria, c'est marrant, qu'est-ce qu'il fait? Parce que moi, je n'étais pas devenue vautourologue, hein, dans l'intervalle. Et là, elle me regarde, me dit, là, il est en train de te demander de faire un nid. Et donc, c'est la seule fois où j'ai refusé une demande en mariage avec autant de regrets. Mais en tout cas, moi, cette histoire, elle a réellement, totalement changé ma vie. C'est là où je me suis dit, bon, allez, je plaque tout. Donc, effectivement, j'ai tout vendu et j'ai décidé de partir, continuer ma vie, rencontrer de plus en plus de protecteurs et faire des bouquins. Et c'est en fait des années plus tard que j'ai découvert ce qui s'était passé avec Nelson. Des années plus tard, parce que là, j'étais en Nouvelle-Zélande. Donc j'avais continué mon périple et tout ça, et je travaillais là-bas. Et en Nouvelle-Zélande, j'ai réussi à avoir accès à un endroit absolument magique où il y a des albatros géants, des albatros royaux du Nord. Donc des albatros qui ont une envergure de 3 mètres. Et c'est sans doute le seul endroit où on peut les voir sans être dans un archipel vraiment difficile d'accès. Et c'est un endroit où travaille le Department of Conservation et mon ami Lyndon Perryman. Là, vous le voyez en plein boulot. Donc c'est particulier parce que c'est très à pic, avec des rafales de vent qui sont absolument incroyables. Et vous voyez la taille d'un albatros par rapport à une mouette. C'est d'ailleurs la même hauteur que mon Nelson, hein, mais avec des ailes beaucoup plus longues. Si vous le voyez par rapport à moi, ça donne ça. Voilà. Et le gros boulot du Department of Conservation là-bas, c'est de protéger les petits et de baguer les plus jeunes. Donc, comme on n'a pas énormément de temps ce soir, je vous ai fait une version courte, mais sauf que la vidéo, vous n'allez pas avoir le son. C'est dommage. En fait, là, il est en train de le baguer. Et vous allez voir qu'en fait, il est en train de m'expliquer qu'en lâchant cet albatros, il va me foncer dessus. Bon, j'ai de la chance, ça n'a pas été le cas. Mais là, vous avez une idée un petit peu de l'envergure de cet oiseau. Et en fait, cet oiseau, c'est la gentillesse incarnée. Je suis une fan des albatros. Pourquoi la gentillesse incarnée? Là, vous voyez un couple. À tour de rôle, ils vont garder leur œuf. On commence à enchaîner sur le thème de la soirée sur l'école à la maison. Donc, à tour de rôle, le papa, la maman, si vous voyez ce que je veux dire, chacun faisant à peu près le même boulot, l'un qui garde, l'autre qui va se nourrir, et ils sont extrêmement ravis de se retrouver, ils se racontent beaucoup de choses. Et le boulot de Lyndon, là vous voyez encore la gentillesse, c'est en fait de surveiller les œufs, donc de faire une rotation. Parfois, il va prendre un œuf, le donner à un autre oiseau,
pour être sûr qu'il soit bien couvé. Ou bien il va aussi changer un poussin, absolument incroyable, il va prendre un poussin à un oiseau et le donner à un autre. Et c'est là surtout que j'ai assisté à une parade qui dure très 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 longtemps chez les albatros. Donc vous allez la voir sans le son, ça donne ça. Et en fait, pendant cette parade, les albatros, les jeunes, se retrouvent. Ce sont des adolescents, ils ont une douzaine d'années à peu près. Et pendant des années, ils vont faire ce jeu, c'est comme avec Jacadi en fait, ouvrir les ailes, répéter, etc., pour s'apparier, se connaître de plus en plus. Et au bout d'un certain temps, il y aura de moins en moins d'albatros dans le groupe, il n'en restera que 2, mâle-femelle ou femelle-femelle, parce qu'ils font aussi des couples parentaux femelle-femelle. Et s'ils s'entendent bien, à ce moment-là, ils vont partir pendant 1 an faire leur tour du monde ensemble. Ce sont des fiançailles en réalité. Et si au bout d'1 an, ils s'entendent bien, ben, ils reviennent et ils commencent à avoir leurs petits. Et toute leur vie durant, parce qu'ils peuvent se reproduire jusqu'à l'âge de 60 ans, ils vont rester, ce couple, se retrouver tous les 2 ans pour faire ce petit, juste un petit, parce que ça les occupe pendant une bonne année. C'est du taf. Et Christine va vous raconter comment c'est du taf aussi chez les autres espèces. Voilà, donc pendant le confinement, je pense qu'il y a des mamans ou des papas qui sont restés à la maison et qui ont eu leurs enfants avec eux. Vous voyez, dans la savane, la femelle guépard, elle les a tout le temps et elle est toute seule. Voilà, donc ils passent leur temps à l'embêter. Il faut qu'elle arrive à les nourrir, à les éduquer. Et quand elle commence à chasser, c'est-à-dire qu'elle se planque, elle essaye d'attraper sa proie. Et d'un seul coup, vous les voyez, il y en a un qui commence à bouger dans un sens, l'autre dans l'autre. Et pendant des années, on a suivi, pendant des jours et des jours, on a suivi une femelle. Et elle avait 4 petits. Alors là, ceux-là, ils étaient particulièrement espiègles. Et on l'avait surnommé, la mère, on l'avait surnommé Madalton. Parce qu'en fait, ces petits, ils faisaient que des bêtises. Mais elle était tellement douée pour chasser qu'elle finissait par y arriver quand même. Voilà. Donc, élevée toute seule, enfin plutôt, les petits, et en général, elle en a 3, 4, et elle les a 24 heures sur 24 sur le dos. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Alors après, on va passer aux lions. Alors eux, bien sûr, au début, la femelle, elle les a que pour elle. Elle s'est isolée de la troupe pour mettre bas, et elle a 2, 3, 4 petits. Et puis, il faut qu'elle les change de place tout le temps. Pour pas que l'odeur des petits attire les prédateurs. Donc elle en prend un, elle l'attrape, comme vous pouvez voir. Elle va le cacher ailleurs, elle en prend un deuxième, elle en prend un troisième, un quatrième. Le problème, c'est que les lionnes, des fois, elles ont 5 petits. C'est assez rare, mais disons 3, 4. Et puis on s'est rendu compte, tous les observateurs se sont rendus compte que finalement, ils ne savaient pas tous les jours compter. Il y a des problèmes. Donc on avait des amis cinéastes qui étaient un peu sur la même troupe que nous à les observer. Puis on s'était absentés un petit peu, puis ils nous ont raconté ce qui s'était passé. Donc ils avaient filmé des femelles de cette troupe. Donc elle avait emmené un petit, 2 petits, 3 petits. Et eux, ils avaient tout filmé, parce que c'était la 2e ou 3e fois qu'ils la voyaient changer de place. Ils l'avaient filmé à chaque fois. Et ils avaient surtout filmé le son. Donc la mère qui appelle les petits, etc., les petits qui appellent leur mère. Et puis ce jour-là, elle en transporte, je crois elle en a transporté 2, elle en avait 3 à l'époque. Elle en transporte 2, puis eux, ils restent, ils attendent, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est beaucoup de patience, on attend que la mère revienne chercher le 3e pour refilmer ou pour photographier. Ils attendent 1 heure, 2 heures. Puis il y avait le petit qui piaillait, mais évidemment comme pas possible, il était abandonné tout seul. Au bout de 5-6 heures, ils se disent qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors ils ont retrouvé la mère un peu plus loin, elle avait emmené les autres à 2-3 kilomètres, elle n'entendait pas le petit qui appelait, puis ils se sont dit, c'est quand même, on les a filmés, c'est trop triste, on va pas laisser, on est censé normalement faire que la nature, tout se passe comme si on n'était pas là, mais là ils se sont dit non quand même, d'abord on a notre sujet de film, bon ça c'est une plaisanterie, mais on a notre sujet de film, il y en a 3, et donc, ils ont passé le son du petit en train d'appeler à la mère, et puis ils se sont déplacés comme ça, et la femelle les a suivis, elle s'est dit, qu'est-ce que c'est, ce petit qui appelle? Donc, elle a suivi leur voiture pendant les 2 kilomètres, et ils l'ont ramené, et elle a pu récupérer son 3e petit. Voilà.
C'est des petites histoires comme ça qui arrivent dans la savane. Mais vous voyez, les lionnes aussi sont très embêtées par leurs petits. Mais comme elles sont plusieurs dans la troupe, elles ont une solution. Eh ben, elles laissent une nounou avec les petits, et puis les autres peuvent s'en aller chasser. Il n'y a pas de problème. Mais pour elles, c'est pas facile non plus. Vous voyez, elles se font aussi embêter. Par contre, le lion, lui, il vient quand il en a envie. S'il a envie de s'occuper des petits, enfin de s'occuper, d'être avec les petits, il vient, mais sa charge de travail n'est pas trop élevée. Par contre, voilà, les lionnes, elles sont capables de laisser tous les petits dans un coin, de partir chasser. On dit toujours qu'elles les laissent avec une nounou en surveillance. Ben, ce n'est pas toujours le cas. Nous, on a pu voir souvent qu'ils restaient tout seuls. Voilà. Et puis, quand elles en ont vraiment trop marre, eh ben, elles ont une autre solution, c'est de partir dans les arbres. Alors les tout petits sont incapables de se mettre dans ce cas-là, vous voyez, il y a le tout petit qui est derrière, il n'arrive pas à rejoindre sa mère qui est devant, qui n'a vraiment pas envie de le voir. Donc eux, ils ont une autre solution. Et les femelles léopards, les femelles panthères, puisque c'est la même chose, elles font pareil. Des fois, elles vont se mettre dans un arbre, totalement inaccessible à leurs petits, et elles sont enfin tranquilles. Et avec Sabine, on se posait la question, est-ce qu'il y a beaucoup de mâles mammifères qui s'occupent des petits? Ben, on s'est beaucoup gratté la tête. Bah oui, on n'en a pas vraiment trouvé. On a trouvé, on a trouvé oui. Le dos argenté, le gorille dos argenté qui s'occupe de ses petits. Et à part ça, c'est pas un très très bon exemple. C'est pas un bon exemple. Donc on va vous parler des oiseaux. Les oiseaux, alors ça pour l'école à la maison, écoutez bien, c'est parfait. Là, je vous présente un émeu d'Australie. C'est génial, un émeu d'Australie, parce qu'en fait, c'est lui qui s'occupe des mômes. La femelle pond les œufs et elle s'en va. Voilà. Et donc, le mâle se débrouille avec, vous voyez un petit peu la tripotée de mouflets, c'est lui qui doit les élever et il fait tout le travail. Alors, il y a d'autres espèces d'oiseaux, si vous voulez des trucs, vous viendrez nous dire, on a plein d'idées pour les oiseaux. Alors, chez les autruches, c'est mâle et femelle, ouais. Par contre. Alors bon, on dit que les mâles ont la belle vie, finalement, ils ne s'occupent pas, voilà. Mais il y a quand même un mâle qui a un petit peu de boulot, c'est chez les impalas. Alors, on appelle ça un harem, il a un harem de femelles, il peut en avoir 80, 90. Mais le seul problème, c'est qu'il est très stressé, ce mâle, parce qu'il faut qu'il les garde, ces femelles. Comme elles vont batifoler, elles vont manger un peu plus loin, ou alors s'il y a un prédateur qui arrive et puis qu'il y a une dispersion, il faut qu'il court après toutes ces femelles, et en fait, il est hyper stressé. Et par exemple, s'il y a une attaque de prédateur, c'est toujours lui qui reste derrière pour protéger ses femelles, mais c'est souvent lui qui se fait manger en premier. Voilà. Donc après, il fait le beau devant ses femelles et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a des mâles célibataires, il y a des clans de mâles célibataires, et défendre ses femelles contre les autres mâles, c'est pas toujours évident. Donc vous voyez, c'est pas toujours aussi simple que ça d'être un mâle dans la savane. Alors on a un bien meilleur exemple. En termes d'inspiration, alors là, c'est parfait. Nous devrions tous être des lycaons, on n'aurait plus aucun problème sur Terre. Eh oui, et pourtant c'est des animaux super mal aimés. Ils sont en train, personne ne s'occupe vraiment d'eux d'ailleurs, ils sont en train quand même de disparaître dans la savane. Et c'est des animaux qui partagent toujours la nourriture, ils partagent tout. Alors la nourriture, la garde des petits, et puis c'est des animaux super sociaux, c'est-à-dire qu'ils, par exemple le matin, l'après-midi, le soir, ils se font des embrassades, vous voyez, ils se saluent les uns les autres. Là, c'est pas vraiment du jeu, c'est une espèce de forme d'embrassade. Et ils passent leur temps dans la journée, après chaque, par exemple, ils se reposent, ils se relèvent avant de partir en chasse, il faut qu'ils s'embrassent. C'est une façon de parler, qu'ils se fassent des câlins, voilà, Et d'ailleurs, ils votent. Oui, alors ce qui est très drôle, c'est extraordinaire. C'est que pour décider, par exemple, de l'endroit où ils vont aller chasser, de la direction dans laquelle ils vont aller chasser, il y a des scientifiques qui ont découvert qu'ils faisaient ça par éternuement. C'est-à-dire que le vote, au lieu d'être un vote dans une urne, on éternue. Et celui qui éternue, je suppose, le plus... Qui obtient le plus éternuement. C'est lui qui décide. Voilà. Sauf que, égaux parmi les égaux, c'est comme dans la ferme d'Orwell. Nous sommes égaux, mais il y en a qui sont encore plus égaux que d'autres. Mais ceux qui ont une position, il y a quand même un petit peu de hiérarchie, et ceux qui ont une position hiérarchique un petit peu plus élevée, ils ont besoin de moins d'éternuement pour gagner. Vive l'égalité. Voilà, donc... mais voilà. Donc c'est quand même des animaux extra. Voilà.
Voilà. Pourquoi ils ne sont pas aimés? C'est un peu comme les hyènes. C'est que voilà, ils chassent d'une façon qui nous paraît, comment on dit, méchante. Hein, c'est toujours efficace, mais qui pour nous paraît cruelle. Voilà. Donc, mais c'est leur seule façon. Hein. Les lions, par exemple, les lions ou les guépards, ils vont étouffer leur proie. Ça va se passer très vite. Il n'y a pas de. Bon voilà, mais eux, ils n'y arrivent pas. Et ils vont manger surtout très très vite parce que, en fait, si des hyènes arrivent, par exemple, ou une troupe de lions pour leur voler leur proie, ils ne pourront pas la défendre. Donc, plus vite on mange et mieux on se porte. Ils mangent vraiment très très vite. Ils mangent très vite, c'est vraiment impressionnant. Hein. Et après, par exemple, s'ils ont laissé des gardiens avec les jeunes au terrier ou des animaux blessés ou des animaux plus vieux qui vont rester à un endroit qu'ils ne peuvent pas chasser parce qu'ils n'ont pas la force, eh bien les autres, ceux qu'on chassé, ils vont manger leur proie et ils vont, on peut dire, la régurgiter. Ils vont régurgiter la nourriture à tous les autres membres, alors les plus âgés, ceux qui ont gardé les petits, et ils vont aussi régurgiter la nourriture pour les petits. Donc il y a une entraide absolument extraordinaire. Et là, on a vu un terrier de Lycaon. On était resté avec mon mari, on était resté, c'était il y a très longtemps, je ne te donne pas de date, on était resté au bord d'un terrier de Lycaon pendant plusieurs semaines dans le Serengeti en Tanzanie. Puis moi, je me suis dit, tiens, moi je vais partir un moment, je vais aller refaire l'ascension du Kilimandjaro. Donc je suis partie avec des clients faire l'ascension du Kilimandjaro. Et puis, je reviens, ça prenait 7 jours, je reviens, et puis je retrouve Michel qui était toujours à côté du terrier de Lycaon. Puis il me dit, tu sais, c'est dommage que tu n'aies pas été là parce qu'il m'est arrivé une histoire un peu bizarre. Donc j'étais à côté du terrier, puis il y a une voiture qui arrive, suivie d'une autre voiture, puis je vois qu'il y en a 2 autres qui attendent en bordure, comme si c'était une escorte. Mais bon, il me dit, je ne fais pas attention, voilà. Puis il y a cette voiture qui arrive avec un blanc à l'intérieur, très sympathique. Donc, comme ils attendaient à côté du terrier qu'il se passe quelque chose, ils étaient là, les 2 voitures assez proches l'une de l'autre, ils se disent bonjour, ils commencent à discuter, très simple, voilà, ils discutent. Puis quand le midi est arrivé, qu'il faisait très chaud, ils ont été se mettre à l'ombre un peu plus loin, puis ils ont continué à discuter. Donc Michel a parlé avec cet homme, c'était un Anglais, il discute avec lui de conservation, vraiment une discussion très passionnante. Puis il se dit, je le connais, cet homme-là, je l'ai déjà vu quelque part, mais voilà, sans plus. À 16h ou 17h, cup of tea, hein, à la mode anglaise, le gars la propose une cup of tea. Michel dit, oui, ok, pas de problème. Puis le soir, la nuit tombe, et puis arrive le directeur des parcs nationaux tanzaniens, qui vient se garer là, et puis Michel, qui le connaissait de vue, lui dit, David, je crois qu'il s'appelait David, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en escorte officielle. Bon, de qui? L'autre voiture venait de partir, hein. De qui? Du prince Charles. Et en fait, il avait passé toute la journée à discuter avec le prince Charles, qui était passionné de conservation, de nature, et il n'avait pas fait une seule photo, alors que vendre des photos de Lycaon avec la chasse et tout ça, c'était excessivement difficile à vendre, parce que ce n'était pas un sujet, à part New Look, qui aimait bien les photos un peu, voilà, mais c'était très difficile. Et il aurait fait une seule photo du prince Charles, voilà. Le monde est mal fait. Le monde est mal fait, et moi je crois que je l'aurais reconnu quand même, parce qu'il a une tête très reconnaissable. Et voilà, là on voit hein, quand il y a un adulte qui vient justement de régurgiter de la nourriture aux jeunes. Et donc il y a beaucoup de tendresse entre les adultes et les jeunes, beaucoup de jeux. Et c'est vraiment passionnant, c'est des animaux absolument passionnants à observer. Et je viens de lire un article récent justement sur les lycaons, et où les scientifiques comparaient les lycaons avec les loups, puisque finalement c'est un peu c'est des meutes, hein, il y a des meutes de loups, des meutes de lycaons, et où finalement ils qualifiaient les lycaons d'animaux anarchistes, c'est-à-dire qu'en fait l'anarchie dans le sens il n'y a pas de chef, et c'est vraiment exactement ça. Et j'ai trouvé que la définition de dire que les lycaons étaient des anarchistes, c'était une jolie définition. Voilà. Je crois qu'il reste une photo. Voilà. Alors les lycaons et les hyènes, ils ne s'aiment pas trop, comme vous pouvez le voir sur la photo. À vous, chère dame. À moi. Moi, je voulais vous parler des girafes. Ah ouais, elle a raison. Hein. Toujours dans l'idée de l'école à la maison. C'était sympathique.
Alors j'ai eu le privilège de passer du temps au Kenya, à Soisambu et Nakuru, pour travailler sur un programme de préservation des girafes. En fait, j'avais retrouvé là-bas mon ami de Nouvelle-Zélande, Leslie Moran, et il travaillait avec une jeune femme doctorante, Zoé Muller, qui voulait démontrer que les girafes étaient de bonnes mères, notamment. En fait, il n'y avait pas beaucoup, voilà, Christine qui tique, il n'y a pas beaucoup d'études sur les girafes, et elle avait décidé que, si, elle allait le prouver. Donc en fait, le job, c'était de passer nos journées avec les girafes et de compter, de calculer qui était à quel endroit. Donc en fait, on faisait des photos, et enfin des petits dessins, etc. Moi, j'arrive là-bas et je dis à l'aise, je préparais ma première exposition de photos chez Canon, et je dis, écoute, j'ai rêvé d'une photo, je l'ai vue, je voudrais une mère girafe qui se baisse et qui embrasse son girafon. Alors il m'a dit, écoute, t'es gentil, tu vas dans un zoo, hein, c'est plus facile, mais dans la vraie vie, ça ne se fait pas comme ça. Je lui dis, si. Et donc il m'avait repéré un joli petit girafon, enfin vous allez voir, et ils ne sont pas toujours tous aussi jolis, et donc on suivait pendant des jours et des jours et des jours, on suivait ce girafon. Donc ça donnait ça, c'était déjà pas mal, mais ce n'était pas ce que j'avais en tête. Et un matin, je lui dis, écoute, tant qu'on n'a pas la photo, on ne rentre pas. Donc on amène à manger, à boire et tout, machin, tout ce qu'il faut, et on part. Et il se passe un truc assez rigolo, c'est qu'on pose la voiture, on avait repéré la troupe de girafes, on pose la voiture, et puis il y a une des mères qui commence à pousser, donc notre Goofy, elle le pousse devant, pouf, il s'assoit devant la voiture, mais à 1,50 m, quoi. Hein. Et puis il y a une autre mère qui arrive et qui pousse un deuxième girafon. Et puis, il y a une mère qui pousse un troisième girafon. Bon, c'était sympa, déjà, on était juste à côté, il y avait les mères. Et puis, tout d'un coup, il n'y avait plus les mères. Et je lui dis, mais elles sont où, les girafes? Il se passe quoi? Et il me dit, là, je crois qu'on s'est fait avoir. Parce qu'en fait, il y a toujours une nounou qui est censée rester avec les girafons. Mais là, c'est nous. Et à Soisambu, il y a des hyènes. Ce qui veut dire que... ça veut dire quoi? Il me dit, ça veut dire qu'on attend qu'elles reviennent. On attend, et on attend. Bon, c'est sympa comme photographe, on attend, on fait plein de photos. Donc, du coup, je leur parlais. C'était vraiment rigolo comme moment. C'était assez sympa. Et mon Goofy, vous voyez, il était vraiment très chouette. Hein. Et ça a duré un certain temps. Donc, heureusement qu'on avait de quoi boire et de quoi manger, voilà, et de quoi faire des milliards de photos. Et enfin, la mère est rentrée et elle a embrassé Goofy. Juste devant moi, grand bonheur. Mais ce que j'aime bien, moi, dans la tête de Goofy, c'est l'air, vous savez, de l'ado, genre, t'es une décoiffe. Voilà, c'est à peu près ça, quoi. Moi, j'aime beaucoup faire l'anthropomorphisme. C'est pas bien. C'est pas bien. Et juste pour la petite anecdote, les girafes ne sont pas muettes. Ah oui, les girafes ne sont pas muettes. Contrairement à ce qu'on a grande découverte. Ouais, voilà. Eh bien, on va enchaîner sur une autre société, parce qu'en fait, on aime bien aussi parler des sociétés animales. Et une autre société animale qui est particulièrement intéressante, ce sont évidemment les éléphants. Donc là, dans une troupe d'éléphants, bon, c'est le Kilimandjaro qui est derrière, mais ça, c'est un petit classique. Dans les troupes d'éléphants, il n'y a que des femelles et des jeunes. Alors les jeunes, ils ont en théorie dans les troupes, ils ont moins de 10 ans. Alors, faut dire quand même au départ que les éléphants, ils vivent environ une soixantaine d'années. S'ils ne sont pas braconnés, une soixantaine d'années. Donc, dans les troupes, là, il y a des femelles. En tête, et c'est celle qu'on appelle la matriarche, c'est en principe la plus âgée d'entre elles, donc qui connaît tous les chemins qui permettent de trouver la nourriture, de trouver de l'eau quand il y a la sécheresse. C'est en fait la mémoire de la troupe. Et donc les jeunes femelles, elles vont apprendre à son contact en l'imitant et avec, c'est pareil, avec leur excellente mémoire, elles se rappellent où la matriarche va les emmener. Et les liens entre les femelles sont très forts, parce qu'elles vont par exemple elles peuvent vivre jusqu'à 60 ans ensemble, donc vous imaginez les liens qui peuvent se créer entre ces animaux qui sont déjà très démonstratifs, et on a l'impression de sentiments très forts entre les animaux. Alors les mâles, eux, ils vivent pas du tout. Quand ils sont jeunes, ils vivent avec les femelles. Après, quand ils atteignent une dizaine d'années, ils vivent en périphérie des troupes de femelles. Et puis plus ils vont vieillir, plus ils vont vivre dans ce qu'on appelle des zones mâles, où ils sont tout seuls, où ils vont venir rejoindre les femelles que pour se reproduire.
Donc voilà. Donc l'entraide, on a parlé beaucoup d'entraide, hein, puisque avant on disait que la loi de la jungle, ben, c'était se battre. Voilà. Maintenant on considère que la nouvelle loi, c'est le titre d'un livre, hein, qui a paru il n'y a pas très longtemps. L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et on appelle ça maintenant l'autre loi de la jungle, mais c'est vrai que c'est très très important, la coopération et l'entraide. Donc là, quand il y a un bébé éléphant qui rencontre un obstacle, hein, simplement passer un petit talus, et ben il va y avoir une femelle qui va venir l'aider. C'est pas forcément sa mère, ça peut être sa grande sœur, ça peut être sa tante, ça peut être parce que dans les troupes en général les femelles sont apparentées entre elles. Et donc, elles vont venir l'aider. De même que là, c'était un jeune qui était malade. Bon, ben, elles le soutenaient. Elles essayent de l'emmener de ne pas laisser de jeunes ou d'éléphants âgés ou blessés en arrière. Donc, elles vont toujours attendre le plus lent. Donc là, on a assisté à une scène un jour. Alors lui, c'est vraiment un nouveau-né. Hein, il vient de naître. Je crois qu'il était né, d'après ce qu'on a pu, en recoupant les informations, il était né quelques heures avant. Et la troupe l'avait tout de suite emmené dans la rivière. Donc on voit arriver cette troupe avec ce petit truc minuscule. On a même pris les jumelles pour voir ce que c'était, parce qu'on les avait vus arriver de loin. Et là, bon, alors dans l'eau, ils le surveillaient, mais là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'obstacle, il fallait remonter les berges de la rivière. Et la mère était complètement paniquée. C'était une toute jeune maman, elle était complètement paniquée. Et en fait, celle qui est venue aider, c'est comme on parlait tout à l'heure, c'est la matriarche. Elle est venue le prendre par en dessous, voilà, et elle l'a aidé, vous voyez, elle le bascule dans tous les sens, mais elle a réussi à lui faire monter tout le talus. Alors après, on est resté quelques heures avec ce petit, mais on s'inquiétait parce qu'il n'arrivait pas à trouver les mamelles de sa mère, qui sont à l'avant, hein, comme nous, enfin je veux dire, si on se met à quatre pattes, et il cherchait à l'arrière. Donc il ne trouvait rien, donc pendant 2 heures, 3 heures, on le voyait, il tâtonnait, il cherchait. On s'est dit, il ne va jamais survivre, il n'a pas encore bu de lait, il va jamais survivre. La pluie est arrivée, je crois qu'on l'a lu, une photo. La pluie est arrivée et non, on l'a enlevé. Bon, c'est pas grave. La pluie est arrivée, elle est restée donc sous le dos de sa mère pendant très longtemps. Et puis la nuit vient, donc nous on est obligés de partir, on ne retrouve pas la troupe. Mais je crois 1 mois après, on revient dans le même secteur et on arrive à les reconnaître, hein, les troupes d'éléphants, parce que la matriarche, elle a une défense qui n'a pas la même forme que les autres. Les oreilles aussi, on arrive à reconnaître les individus parce qu'ils ont des incisions dans les oreilles. On retrouve la troupe, on en est sûr, hein, on compare les photos des femelles. Et puis on a vu un petit qui avait environ 1 mois, on s'est dit, bon, c'est bon, il a survécu. Mais nous, on ne l'a jamais vu boire et on était quand même très inquiets. Donc pareil, dans l'entraide, les liens qui sont excessivement forts dans les troupes d'éléphants. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des orphelins, hein, à cause des braconniers ou pour des tas de raisons, ils peuvent tomber dans un trou et finalement la troupe est obligée de les abandonner. Donc partout dans le pays, au Kenya, il y a des gens qui préviennent une fondation qui est installée à Nairobi. C'est une américaine d'origine qui avait pas mal d'argent déjà au départ et qui a décidé de sauver les éléphants orphelins. Donc elle va les chercher, enfin maintenant c'est son fils qui s'occupe de la fondation, mais ils vont chercher les éléphantos en camion ou en avion, enfin c'est vraiment un truc très, très particulier, et ils les emmènent dans le parc de Nairobi, à côté de Nairobi, et là c'est des soigneurs qui sont avec eux, c'est-à-dire que dès que le petit orphelin arrive, il y a au moins 4 ou 5 soigneurs qui vont se relayer pour que l'éléphanto ait toujours une présence. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dormir à côté de lui, qui vont le toucher, qui vont le caresser, exactement comme la mère fait pour rassurer son petit. Donc ils vont rester pendant presque 1 an, là, jusqu'à ce qu'ils aient 1 an, à Nairobi. Donc ils vont les faire jouer dans la boue et tout. Et plus tard, ils vont partir jusque dans le parc de Tsavo, qui est un peu plus loin. Ils vont les emmener en camion. Et là, ils vont essayer de les réintroduire dans la vie sauvage. C'est-à-dire qu'ils vont les mettre dans un enclos dans la journée, dans la nuit, puis ils les emmènent dans la journée manger dans la savane et tout. Mais ils laissent, dès qu'ils sont assez grands, ils laissent la porte de l'enclos ouverte. C'est-à-dire que les éléphants peuvent partir dans la savane d'eux-mêmes. Et devant l'enclos, ils ont mis un point d'eau. Ils l'ont creusé, puisqu'il y a très peu d'eau à Tsavo, donc ils ont creusé un point d'eau. Donc il y a à la fois les orphelins qui viennent boire, mais il y a des éléphants sauvages qui passent par là.
Et il est même arrivé, donc qui se mêle avec les orphelins. Il est arrivé une fois qu'un mâle éléphant, mais un grand mâle, hein, je ne sais pas, une quarantaine d'années, il a ramené un orphelin qui s'était égaré dans la savane. Donc ils ont réussi à réintroduire une trentaine de mâles comme ça. Par contre, pour les femelles, c'est beaucoup plus difficile puisque les femelles, elles vivent dans des sociétés très structurées, donc ils ont beaucoup plus de mâles. Donc c'est vrai que c'est des projets qui paraissent un peu bizarres, puisque c'est pas comme ça qu'on va sauver les éléphants hein, qui disparaissent et tout, mais voilà, c'est quand même un très beau projet et c'est très émouvant parce qu'on peut aller les voir, on peut aller leur donner le biberon. Et quand vous avez fait ça, je peux vous assurer que le soir, vous faites des rêves toute la nuit parce que vous avez eu... mais bon, voilà. Le problème, c'est comment peut-on sauver les éléphants qui, en fait, c'est un problème de territoire. On leur laisse un territoire tellement petit ou alors ils vont très vite être en surnombre, et voilà, c'est pas juste en sauvant des orphelins qu'on sauvera les éléphants, qui sont très importants pour les autres espèces en plus, les éléphants, parce que dès qu'il y a la sécheresse, ils vont creuser dans les rivières qui s'assèchent, ils vont réussir à mettre à disposition de l'eau qui est en profondeur pour d'autres animaux comme les zèbres, et c'est aussi grâce à eux qu'il y a une dispersion des graines. Hein, dans les crottins, oui, les énormes crottins d'éléphants. Et les graines vont pouvoir germer après être passées dans l'estomac des éléphants. Donc leur rôle est quand même primordial. Voilà. Et celle-là, elle est très belle, il faut venir la voir en grand à l'exposition oui, à Montier-en-Der. Voilà. Alors juste, il y a une dernière photo sur les éléphants, c'est juste un petit clin d'œil. Vous savez que vous avez peut-être connu la chanson d'Eddie Mitchell qui s'appelait « Le cimetière des éléphants ». Il y a eu un grand mythe sur le cimetière des éléphants parce qu'on avait retrouvé dans les marais qui s'assèchent des tas d'ossements d'éléphants tous ensemble. Donc il y en a qui contestent le terme cimetière des éléphants. Mais c'est vrai que l'éléphant, il a quatre énormes molaires dans la bouche et qui vont changer 6 fois dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a 6 jeux de molaires qui sont prêts, qui prennent la place les unes des autres quand elles sont usées. Et à la fin de sa vie, le dernier jeu, il ne peut plus être remplacé, il va s'user. Et les animaux, ils ont du mal à mâcher. Donc ils vont aller plutôt se mettre dans les marais où la nourriture est plus facile à avaler. Par contre, elle est moins nutritive. Et ils vont aller finalement mourir dans les marais. Et si le marais s'assèche, on va retrouver un peu plus d'ossements qu'ailleurs, d'où l'idée du mythe des cimetières d'éléphants.